Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez directement posées sur ma story Instagram de FAQ. Allez, j'enchaîne directement avec la première question qui est: comment estimes-tu la difficulté du brevet fédéral d'expert en estimation immobilière? Donc, c'est le brevet fédéral que j'ai effectué à la Swiss School à Lausanne. Et alors, il faut comprendre déjà premièrement, c'est une formation qui dure à peu près une vingtaine de mois, un poil moins, puis c'est un jour par semaine. Je pense en toute objectivité que, disons, jusqu'à 6-7 mois avant les examens, j'ai pas fait grand chose à la maison, je veux dire. Donc voilà, j'ai suivi les cours, j'ai pris des notes, mais j'ai peu fait à la maison et surtout, je l'ai effectué en pleine pandémie. Donc ça veut dire qu'on avait les cours directement à distance et pas sur place à l'école. Donc ça, c'est pas terrible parce que le gros avantage d'un brevet fédéral, c'est le réseau, c'est de pouvoir vous connecter avec des professionnels de l'immobilier qui pensent comme vous et qui apprennent comme vous. Autrement, je suis en train d'effectuer le brevet fédéral de gérant d'immeuble. Je pense que si je peux comparer l'un à l'autre, le brevet d'expert en estimation immobilière est quand même plus intéressant, plus varié. Donc voilà, je recommande évidemment le brevet fédéral d'expert à toutes les personnes, en fait toutes les personnes qui souhaitent comprendre l'immobilier, apprendre plus l'immobilier, autant du courtage, donc je viens du courtage à la base, que de l'expertise pure, expertise immobilière pure, ou du développement immobilier. Point de vue difficulté pure, je dirais que le brevet d'expert par contre c'est certainement le plus compliqué parce que il touche à beaucoup de domaines et également à un petit peu de mathématiques financières, donc les personnes qui n'aiment pas du tout les chiffres, c'est pas forcément fait pour elles. Autrement, le brevet est faisable et je le recommande. Quels sont les experts de l'utilisation du deuxième pilier? Alors honnêtement, je pense que les personnes qui connaissent le mieux, c'est des personnes spécialisées en assurance sociale bien évidemment, très souvent des courtiers en financement. J'ai fait plusieurs épisodes de podcast avec des courtiers en financement ou des courtiers en assurance. Je recommande personnellement typiquement EMG SA qui est basé à Genève, encore Resolve ou alors Infinis qui sont différents cabinets, différents bureaux de courtage en assurance, courtage en financement et donc qui peuvent aider sur la planification financière pour pouvoir proposer les meilleures options possibles, notamment fiscales avec beaucoup d'avantages sur le deuxième pilier. Est-ce que c'est possible d'utiliser le deuxième pilier pour acheter en dehors de la Suisse? Alors non, il faut comprendre que le deuxième pilier c'est destiné à sa résidence principale. C'est possible de l'utiliser, oui, pour acheter à l'étranger si le but est de déménager définitivement à l'étranger. Dans ce cas-là, oui, c'est réalisable, vous pourrez sortir le deuxième pilier mais vous n'êtes pas censé revenir en Suisse par contre, ou alors oui, mais en remboursant votre deuxième pilier. Donc voilà, gardez en tête que le deuxième pilier c'est pour la résidence principale. Quel est le meilleur site internet pour trouver une maison? Pour trouver des opportunités immobilières, j'utilise personnellement lookmove.ch majoritairement. Autrement, j'utilise également Anibis ou alors Comparis parce que c'est des agrégateurs d'annonces immobilières sur d'autres portails. Donc typiquement Lookmove et Comparis. Donc en fait, quand vous êtes sur ces sites, vous avez accès à tous les autres sites directement. À partir de quel capital conseilles-tu un achat de biens de rendement? J'ai fait une vidéo YouTube très récemment pour parler de ça, du capital initial minimum pour investir dans l'immobilier en Suisse. Donc je vous invite à la regarder, je la mettrai juste là pour que vous puissiez la voir directement. Mais personnellement, j'ai acheté mon tout premier appartement avec 50 000 francs de fonds propres. C'est pas le minimum, c'est pas le maximum à avoir, bien évidemment. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de capital initial minimum. Mais disons quand même qu'avec 50 000 francs, là, vous pouvez acheter un tout petit appartement. Et moi, ce que je ferais plutôt dans la mesure du possible, avec un petit appartement comme ça, je le flipperais. Ça veut dire que je le revendrais relativement rapidement pour pouvoir réinvestir le gain dans un bien immobilier. Parce qu'avec 30, 40, 50 000 francs de fonds propres, vous pourrez plutôt acheter un studio dans certaines régions, évidemment pas à Genève, mais dans d'autres régions, oui, vous allez pouvoir trouver des studios. Est-ce que dans le futur, les appartements seront loués ou vendus avec le mobilier incorporé? Il faut savoir que c'est tout à fait possible d'acheter un bien immobilier avec le mobilier inclus ou alors de louer un bien immobilier meublé. C'est tout à fait réalisable. L'avantage de vendre un bien immobilier meublé, c'est que vous pouvez glisser une partie de la valorisation du bien immobilier en meubles. Donc typiquement, vous pouvez mettre par exemple 900 000 francs de vente, mais 50 000 francs de meubles, c'est-à-dire par exemple 850 000 francs l'appartement que vous vendez, plus 50 000 francs de meubles, et ces 50 000 francs-là, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le gain immobilier, parce que l'impôt sur le gain immobilier, c'est pour de l'immobilier, c'est pas un impôt sur le gain mobilier. Donc ça veut dire que le mobilier, il est déduit du prix de vente, donc vous n'êtes pas soumis à cet impôt-là. C'est un avantage. Donne-moi plus d'infos sur le refinancement. Pour donner un cas concret, le refinancement, c'est l'acquisition d'une maison, par exemple, à 1 million, avec une dette à 800 000 francs, pour prendre rond et assez simple, donc résidence principale, normal, financement à 80%. Ensuite, on a un amortissement annuel d'année en année de l'ordre de 1% de la valeur du bien immobilier, ça veut dire 10 000 francs par année pour un bien immobilier à 1 million. Après 10 ans, on amortit 100 000 francs, soit il nous reste une dette à 700 000. L'amortissement, c'est le remboursement de la dette à la banque. En parallèle de ça, quand vous amortissez, le temps passe et le temps passe en immobilier en Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'immobilier prend de la valeur. Donc votre maison passe potentiellement de 1 million à par exemple 1,4 million. Quand votre maison vaut 1,4 million et que la dette est à 700 000, vous avez une divergence importante entre la valeur de la dette et la valeur de votre bien immobilier. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous êtes seulement à 50% de financement. Et là, la banque, qu'est-ce que vous pouvez faire avec elle? Eh bien, vous pouvez lui dire, bon,
j'ai 50% de dette par rapport à la valeur de mon bien immobilier. Si la banque valide la valeur du bien immobilier, eh bien dans ce cas-là, elle va vous dire, bon bah très bien, je peux vous reprêter de l'argent, augmenter votre dette de 50% à passer au premier rang, soit 66-67%. Et donc, elle va vous prêter 13 ou 14% de la valeur de votre bien immobilier en dette. Donc, elle augmente la dette et puis cet argent-là, c'est du cash que vous allez pouvoir récupérer et utiliser vous pour faire d'autres investissements. Et dans votre cas, donc, admettons, si la banque, elle vous refinance jusqu'au premier rang, bah dans ce cas-là, elle va vous prêter de l'ordre de 250 000 francs de cash que vous allez pouvoir réinvestir, 250 000 francs d'apport en fonds propres pour un bien de rendement. Et bien, c'est à peu près 1 million d'investissements que vous allez pouvoir réaliser dans un nouveau bien immobilier. C'est ça l'avantage du refinancement en Suisse et c'est une particularité de la Suisse. Peut-on commencer un investissement immobilier avec peu d'argent? Très bonne question. Oui, moi j'ai réalisé mon premier investissement avec 50 000 francs de fonds propres. Oui, c'est peu d'argent en Suisse pour de l'investissement immobilier, ça c'est sûr. Donc oui, c'est réalisable. Après, il faut savoir que vous pouvez également utiliser des travaux propres comme fonds propres. Ça veut dire que si vous avez des compétences manuelles ou bien si vous êtes architecte ou dessinateur en bâtiment, etc., vous allez pouvoir justifier des compétences que vous allez mettre vous directement dans les travaux du bien immobilier et puis ça va compenser vos fonds propres. Je m'explique. Donc vous achetez un appartement à 600 000 francs, vous avez 100 000 francs de travaux à rajouter par-dessus, la banque va vous financer sur la totalité, soit 700 000 francs et puis vous allez pouvoir justifier si vous avez les compétences jusqu'à hauteur de 70 000 francs de travaux propres réalisés vous-même. Mais là, vous devez avoir des compétences manuelles ou vous devez être architecte, dessinateur en bâtiment ou ingénieur pour pouvoir soit effectuer les plans vous-même, soit faire la DT vous-même, etc. Est-ce que l'immobilier durable est un sujet qui t'intéresse? Très bonne question. L'immobilier durable, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. La durabilité dans l'immobilier. Maintenant, je dois quand même avouer que c'est un sujet qui revient et qui est répété dans toutes les conférences immobilières aujourd'hui. Malheureusement, moi je suis assez en désaccord avec ça, dans le sens où tant que le gouvernement, tant que l'État ne se bouge pas le cul pour pouvoir simplifier des autorisations de construire, pour pouvoir effectivement essayer d'atteindre les objectifs climatiques qui ont été imposés ou qui ont été fixés pour la Suisse, eh bien c'est simplement irréalisable et complètement irréaliste. Ça dépend de chaque canton, mais vous avez des services qui sont complètement opposés les uns aux autres. Ça veut dire que dans votre autorisation de construire, vous avez votre dossier qui va passer plein de services différents, 7, 8, 9, 10, 15, ça dépend des cantons. Et puis, c'est bien possible qu'un service vous dise oui, un autre vous dise non, et que le service qui vous dit non, il vous dit « Ok, il faut faire ça pour que ce soit valable ». Typiquement, par exemple, le service du patrimoine vous dit « Non, on n'est pas d'accord de faire de l'isolation périphérique sur cet immeuble-là parce que nous, on considère qu'il est important et on veut le protéger. » Okay, et le service de l'environnement vous pousse à le faire. Okay, donc, vous avez directement les deux services qui s'opposent et donc vous n'avancez pas. Vous avez des dossiers qui font du surplace complet. Vous avez des services qui exigent certaines choses que vous ne pouvez pas mettre en place parce que d'autres services disent que si vous faites ce que ce service vous demande de faire, eh bien eux, ils ne vous donneront pas l'autorisation. Donc en fait, vous avez un mélange et une complexité administrative telle que ce n'est juste pas possible, c'est pas viable, ça va beaucoup trop lentement par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Donc effectivement, c'est très politique, c'est très politisé, c'est très théorique. La grosse problématique aujourd'hui, plus que les fonds pour investir et rénover, c'est surtout l'administration et c'est surtout l'État lui-même qui impose de faire ces travaux, mais qui ne permet pas en pratique de les réaliser. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui en Suisse et à mon sens, il n'est pas prêt d'être réglé. Est-ce que c'est vrai que quand on achète un bien immobilier en Suisse, c'est jamais vraiment le nôtre? S'il vous plaît, il faut arrêter avec cette question, il faut arrêter avec cette phrase, c'est dramatique. Ce n'est pas parce que vous avez l'opportunité en Suisse de rester endetté à vie que le bien immobilier que vous achetez, ce n'est pas le vôtre. Le seul et l'unique propriétaire inscrit au registre foncier, c'est pas la banque, c'est vous-même. Donc oui, vous êtes propriétaire de votre bien immobilier et vous pouvez, oui ou non, amortir votre dette. C'est vous qui choisissez. La banque vous laisse la chance et l'opportunité de rester endetté. Je dis ça parce que vous avez des gros avantages fiscaux à le faire et parce que vous allez pouvoir réinvestir tout l'argent que vous n'allez pas mettre dans le remboursement de la dette, vous allez pouvoir le mettre ailleurs et l'investir ailleurs. Et donc, c'est un gros avantage. Maintenant, c'est à vous à apprendre comment utiliser la dette correctement pour pouvoir effectivement en faire une opportunité plutôt que de penser que le bien immobilier n'est jamais à vous. En Suisse, que faut-il pour devenir agent immobilier? Il faut savoir que pour devenir courtier en immobilier, soit agent immobilier effectivement, il n'y a pas de prérequis nécessaires. Je trouve ça assez terrible d'ailleurs parce que du coup, il y a plein de déchets sur le marché, on va pas se mentir. Mais en gros, il n'y a aucune exigence de formation préalable. Vous pouvez dès demain devenir courtier en immobilier à Genève ou ailleurs en Suisse, c'est complètement égal. Mais bien évidemment, je le conseille pas. S'il vous plaît, formez-vous. Aujourd'hui, il y a clairement 20% des courtiers qui font le 80% du travail sur le territoire et le 80% des autres courtiers passent clairement leur temps à salir le nom de courtier en immobilier, le métier lui-même, et je trouve ça extrêmement dommage. Comprenez vraiment comment fonctionne le marché immobilier suisse et puis comme ça, vous serez compétent et vous pourrez conseiller les gens correctement. Quelle formation peut-on faire à l'issue du brevet fédéral en immobilier? Quand tu as fini le brevet fédéral en immobilier, en Suisse, il y a 4 brevets fédéraux différents: expertise immobilière,
courtage immobilier, développeur immobilier et gérance d'immeubles. Et quand tu as fini un des 4 brevets, tu peux faire le diplôme d'administrateur de biens immobiliers. Est-ce la bonne période pour acheter un appartement en Suisse? Eh bien, sachez que oui. C'est la bonne période. C'est toujours la bonne période en Suisse. Aujourd'hui, vous pouvez négocier les prix. Aujourd'hui, les acheteurs ont beaucoup plus de poids qu'il y a 2 ans dans la négociation immobilière. Et surtout, il y a beaucoup plus d'opportunités sur le marché aujourd'hui et vous pouvez largement négocier les prix. Maintenant, attention, les prix de l'immobilier ne vont pas chuter. Ils ne vont pas chuter en Suisse. Donc, n'attendez pas à ce que les prix de l'immobilier fassent moins 15%. Parce qu'en Suisse, on va peut-être baisser de 5-7% les prix de l'immobilier de manière générale. Mais ce n'est pas possible de faire un moins 20, moins 30%. C'est possible aux États-Unis, c'est pas possible en Suisse. Donc oui, clairement, je recommande vivement de s'intéresser au marché immobilier suisse maintenant et puis de chercher des opportunités parce qu'il y en a et aujourd'hui, c'est vous qui tenez le couteau par le manche quand vous êtes acheteur. Comment garantir l'autofinancement suite à la hausse des taux d'intérêt? L'autofinancement en Suisse, c'est un appartement de rendement qui s'autofinance lui-même. Ça veut dire que la banque va regarder que l'état locatif généré net par année correspond aux charges théoriques de l'appartement. Et ça, il faut le comprendre parce que ça change absolument rien entre avant l'augmentation des taux d'intérêt et aujourd'hui pour la banque. Avant l'augmentation des taux d'intérêt, la banque calculait avec 5% de taux d'intérêt et aujourd'hui, elle calcule toujours avec 5% de taux d'intérêt. Donc le calcul de l'autofinancement n'a pas du tout changé entre avant et maintenant. Même mieux, vu que les loyers ont augmenté, eh bien c'est même plus favorable aujourd'hui pour trouver un bien immobilier qui s'autofinance qu'avant. Par contre, c'est vrai que les prix sont élevés et c'est là aujourd'hui, maintenant qu'il y a plus de vendeurs et un peu moins d'acheteurs, que vous allez pouvoir trouver des opportunités, négocier les prix et faire passer ces financements. Concrètement, la banque va prendre l'appartement, elle va dire ok, bon, vous allez faire une dette de temps, il y aura 5% sur la dette, 1% d'amortissement, 1% de frais d'entretien. Et ça, c'est les charges totales annuelles du bien immobilier. Est-ce que concrètement, l'état locatif net arrive à couvrir ces charges complètement? Et si l'état locatif net est égal aux charges théoriques calculées par la banque annuelle, eh bien c'est bon, vous êtes bon et le bien immobilier s'autofinance et la banque va vous financer sur la totalité du prix d'acquisition. C'est mieux de faire un amortissement direct ou indirect en Suisse. L'amortissement direct, c'est simplement le fait de rembourser sa dette directement à la banque. Ça veut dire qu'on diminue sa dette en fonction de ce qu'on rembourse à la banque. Parfaitement logique, hein, c'est un remboursement normal. Et l'amortissement indirect, à la place de rembourser directement la banque, on va remplir un 3e pilier. Ça veut dire que le niveau de la dette reste toujours au même endroit et puis en parallèle, vous allez remplir un 3e pilier qui est mis en garantie pour la banque. Ce qu'on appelle le nantissement. Et ce système-là, l'amortissement indirect, bon, premièrement, il est prévu pour la résidence principale, pas pour un bien de rendement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vu que vous gardez votre dette au maximum et puis que vous augmentez directement l'amortissement à travers le 3e pilier, eh bien, vous avez des avantages fiscaux parce que vous pouvez à la fois déduire les intérêts passifs que vous payez à la banque et également déduire tout ce que vous mettez dans votre 3e pilier. Donc fiscalement, c'est très avantageux pour vous. Mais aujourd'hui, ça a un petit peu changé la donne parce que le business model des courtiers en financement, c'est un peu ça. Hein, et c'est un peu chamboulé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez rester endetté au maximum, vu que les taux d'intérêt, c'est plus du 0,8 par année, mais c'est plutôt aujourd'hui du 2,5, 2,7, eh bien ça vous coûte relativement cher en intérêt. Donc beaucoup de personnes préfèrent rembourser la dette directement à la place de justement faire cet amortissement indirect. Voilà. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. C'est à vous de voir et de bien calculer. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de FAQ. Si j'ai pas répondu à votre question, ne vous inquiétez pas. Il y aura le 2e épisode qui va suivre très prochainement. Restez attentifs et n'oubliez pas de liker la vidéo.